Bonsoir à tous, merci de vous être joints à nous ce soir pour ce tout dernier Medi-Talk de l'année 2018. Alors pour ceux qui connaissaient un peu le Medi-Talk jusqu'ici, on a un petit peu changé de format. Jusqu'ici on faisait des tables rondes et là en fait on teste un nouveau format et l'idée c'est de dérouler un peu le parcours d'un entrepreneur à succès. Et donc notre premier crash test, on va dire, c'est Teddy Pellerin, donc le cofondateur de Hitch. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Alors du coup je vais un peu raconter ta vie et puis et puis tu vas rebondir dessus. Alors du coup t'es né le 17 décembre 95 en région parisienne, aux Ulysses plus précisément, mais c'est dans le sud que t'as grandi, entouré de tes deux frères et de tes parents. Ouais. Alors 85, ouais. 85. J'aurais bien aimé 95. J'aurais bien aimé 95, oui. Non 85, ouais. Non, moi je suis né aux Ulysses, donc en Essonne effectivement. Puis après j'ai déménagé quand j'avais 8 ans, je crois, à Grasse, enfin à côté de Grasse, donc qui est la ville des parfums pour ceux qui connaissent. Donc un peu au nord de Cannes, et puis j'ai grandi là-bas jusqu'à ma prépa. Et du coup, t'étais un enfant, alors t'étais ni trop timide, ni trop casse-cou, plutôt calme, plutôt gentil. T'étais pas chiant en somme, t'étais voilà. L'enfant parfait, ouais, celui dont tout le monde rêve. C'est vrai que pour le coup, étant gamin, je pense que j'ai jamais pensé, étant jeune, faire une boîte. Enfin, c'était pas spécialement. Je viens pas non plus de ce milieu-là. Mes parents sont pas entrepreneurs. Voilà, après, j'en sais rien, famille classique, c'est un peu gênant de parler de soi comme ça. Famille assez classique, j'ai deux frères, un grand, un petit, il y en a un qui est électricien maintenant, il y en a un qui travaille au Leclerc de Nice, donc voilà, on a des parcours assez différents, on était très différents, et j'étais probablement le plus calme des trois, ouais. C'est possible, ouais. Alors à l'école c'était un petit peu pareil, tu faisais ce qu'il fallait, ni plus ni moins, t'étais un bon élève, t'avais des bonnes capacités à l'école, mais il y avait quand même quelque chose, t'aimais pas trop l'échec et du coup tu faisais quand même en sorte d'être toujours dans les meilleurs. Ouais, ça c'est possible, ouais. En fait, je viens pas d'une famille où même mes cousins ou mes frères et sœurs, enfin mes frères, j'ai pas de sœurs, mes frères ont pas forcément fait des longues études, enfin des études normales quoi. Et mes parents ont pas le bac, mes deux parents ils ont arrêté en terminale, et du coup je viens pas trop de ce milieu-là, prépa, grande école et tout ça, donc je me suis retrouvé un peu là-dedans par hasard parce que pour le coup j'étais assez adapté au système scolaire où clairement j'avais plutôt des bonnes notes, et c'est probablement lié à deux choses. Donc la première c'est que probablement ce que je t'avais dit, je crois que j'étais parce qu'un jour mon père, parce que quand j'ai fini à Supélec, je vais vous raconter ma vie, en gros c'est le principe, je suis obligé de raconter ma vie. Je vous raconte ma vie du coup, pas de souci. Donc en gros, j'ai sauté quelques étapes, mais à la fin j'ai fait une prépa et j'ai fini à Supélec, et donc mon père a pas le bac, mais a commencé comme réparateur de trucs un peu techniques et tout ça, et puis à la fin de sa carrière il était plus ou moins considéré comme un ingénieur technique, donc il bossait pas mal avec des ingés, et donc en gros prépa à Supélec pour lui c'était un peu genre assez dur à atteindre, et je pense une bonne fierté pour lui, et du coup il m'a dit mais comment t'as fait alors que vraiment dans ma famille personne d'autre n'a fait de prépa, et je lui ai dit que je pense que j'étais juste le plus bête et le plus discipliné de tous quoi. Et je pense que c'est ce qui fait qu'à l'école je réussissais bien, c'est qu'on me demandait de faire quelque chose et je le faisais, je me posais pas trop de questions non plus, donc voilà, donc forcément c'était une réponse un peu provoque mais qui est assez vraie. Et quand tu prends mon grand frère qui est peut-être celui de nous trois qui avait un peu plus de mal à l'école, je pense qu'il était juste plus intelligent quoi. Quand t'as 10 ans et que on te dit fais tes devoirs, si t'es intelligent tu te dis ouais non c'est quand même chiant, je préfère aller jouer au foot, ouais. Donc moi j'étais un peu plus discipliné, donc forcément j'étais un peu meilleur à l'école, on me demandait de faire quelque chose, je le faisais. Et à côté de ça c'est vrai que j'aimais pas j'aime toujours pas hein, mais j'aimais pas perdre, ouais. Et du coup l'école était vécue un peu aussi comme une compétition, alors étant très jeune un peu plus contre les autres, et après en grandissant plus contre moi-même, donc étant plus jeune, ouais clairement fallait que je sois le premier. Et puis après, c'est pas vraiment contre les autres, tu prends un peu en maturité quand même, et tu essaies d'être un peu une meilleure personne, on va dire. Et donc c'est plus contre toi-même, et donc effectivement, s'il y avait des trucs où je sortais d'un examen et j'avais l'impression que j'aurais pu faire mieux, c'est quelque chose qui m'énervait assez vite, et ça, j'aimais pas, ouais. Et
voilà, quand tu es à l'aise dans des matières scientifiques, généralement, quand tu sors d'un truc, si tu es vraiment à l'aise, tu peux quasiment tout faire, quoi. T'es pas un des trucs, enfin, c'est pas comme de la littérature ou des trucs comme ça, quoi. Donc, tu vises le 20 partout, quoi. C'est ça, il n'y a pas de demi-mesure. Sur les maths, non, j'en avais pas trop, ouais. Mais bon. Alors justement, tu parlais de Supélec. Alors ce que tu n'as pas précisé avant, c'est que tu as envisagé d'être professeur à un moment. Ouais, parce qu'en fait, je viens d'une famille où mon père, du coup, vu qu'il a bien progressé dans son boulot, à la fin, il avait un job qui était quand même assez bien payé parce qu'il bossait comme un ingénieur. Mais du coup, t'as pas non plus 150 jobs qui pouvaient l'accueillir, je pense, dans le sud-est. D'une part parce qu'il n'avait pas les diplômes et d'autre part parce que la région est peut-être moins dynamique que Paris. Et donc du coup, il avait quand même assez peur de se retrouver au chômage. Et c'était un truc où je pense j'ai été éduqué dans une famille où il y avait quand même cette peur-là de finalement du risque professionnel. Ce qui est assez marrant quand tu vois que j'ai fini par faire Hitch et ce qui nous est arrivé. Mais donc il a fallu que j'y aille progressivement. Et au début, mon père, vu que j'étais bon à l'école, il me disait tu vas pouvoir faire à peu près ce que tu veux. Donc pourquoi tu n'essaies pas de devenir prof? Parce que quand tu es prof, c'est quand même sympa. Tu sais que tu auras un boulot toute ta vie et puis tu as quand même du temps et puis tu peux aussi te construire une belle vie. Alors le métier de prof est probablement très difficile. Hein. Je ne dis pas que c'est un métier simple. Mais voilà. Et du coup, je sais pas, je pense que, encore une fois, bête et discipliné, j'ai écouté mon papa. Et donc, je voulais être prof de maths quand j'étais au collège et au lycée, ouais. Alors, finalement, tu as choisi Supélec, que tu as quitté en 2008. À ce moment-là, enfin, tu as fini ta promo, hein, bien sûr, en 2008. À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Comment t'envisageais ton avenir professionnel? Ouais, alors, en fait, la prise de risque a été assez graduelle, on va dire, dans le temps. Donc déjà, pourquoi j'ai pas fait prof? Parce que du coup, en terminale, j'ai mon prof de maths qui me dit que je devrais aller en prépa. Donc je lui dis, c'est quoi une prépa? Donc il me dit, bon, en gros, tu t'en fous, tu t'inscris à la fac en parallèle et si tu veux être prof de maths, ça te permettra d'avoir un meilleur niveau et puis comme ça, derrière, tu retournes à la fac et puis tu pourras probablement devenir prof agrégé, ce qui sera un peu mieux pour toi. Donc je dis, ok, je vais faire ça. Et donc je prends la prépa la plus proche de chez moi. Et finalement, à la fin de la prépa, je suis admissible à Normal Sup. Et donc là, j'ai probablement pris ma première décision d'adulte, où du coup, j'ai appelé l'ENS et je leur ai expliqué que je ne viendrais pas aux euros parce que j'avais aucune envie de devenir fonctionnaire. Parce que en 2 ans, j'avais probablement un peu grandi et j'avais l'impression que si je partais dans cette voie-là, j'arriverais à écrire un peu le film de ma vie ou le livre de ma vie et des 40 prochaines années avant même de rentrer dans l'école et ça me faisait atrocement peur. Donc du coup j'avais besoin de garder un truc complètement libre où il pouvait se passer à peu près tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc je les ai appelés pour leur dire que je viendrais pas aux euros. 2 semaines après, ils m'ont appelé en panique. Comment ça, vous êtes pas là? Il y a le prof qui vous attend. J'ai dit, oula, j'ai bien fait de pas y aller parce que ça commence bien. Donc, du coup, j'ai fait Supélec parce que après, en plus de manière assez naïve, je dois être une des rares personnes qui a été à Supélec parce que j'aimais bien l'énergie. Donc, moi, je pensais que c'était une école qui te formait au métier de l'énergie. Voilà, ça s'appelait Supélec. Et voilà, bon, c'était généralement tu choisis la meilleure école que tu as. Moi, c'était à peu près ça, mais en plus avec une appétence un peu plus sur l'énergie. Et du coup, dernière année d'école, je vais en Suède. Je fais un double diplôme en Suède. Et donc ensuite, pour le valider, je suis obligé de faire un stage de fin d'études. Et là, en plus, donc moi en Suède, j'étais allé dans l'énergie, j'avais vraiment le Supélec classique, quoi. Et donc du coup, ma dernière année, j'étais en electrical engineering, et donc du coup, en gros, j'avais appris à raccorder pas mal bossé sur des problématiques de réseau électrique. Et donc, je reviens, le parcours classique du Supélec qui peut finir à l'EDF, ce genre de boîte. Et donc, je passe des entretiens pour trouver un stage et j'ai des propositions chez EDF, chez RTE et dans une toute petite boîte qui s'appelle Sunvie, je crois qu'elle existe encore. Donc 5 personnes et qui en gros fait à l'époque, ils développaient des projets photovoltaïques, ce qui était assez nouveau. Et donc je fais l'entretien et ils me disent ouais mais bon nous on est 5, en gros on peut te proposer un stage mais derrière probablement on pourra pas te recruter parce qu'on est 5 tout ça. Je dis ouais moi je m'en fous, vas-y, ça a l'air marrant ton truc. Voilà, donc j'ai fait un peu progressivement, j'ai été dans des trucs un peu plus risqués et donc là ouais le fait de faire un stage dans une petite équipe de 5 personnes me paraissait beaucoup plus marrant qu'aller chez EDF. Donc je me suis retrouvé dans le solaire. Et c'était ta première expérience, tu y as passé je crois quasiment 2 ans.
Ouais, alors j'ai fait 3 boîtes dans le solaire en 3 ans, donc c'était un secteur un peu dynamique. Hein. 2008, 2009, 2010, c'était les années un peu sympas du solaire où il y avait, bon, enfin bref, je vais pas vous refaire l'histoire, mais il y avait des tarifs de rachat assez intéressants et du coup il y avait plein de boîtes qui se lançaient. Donc c'était assez marrant et ouais, j'ai fait plusieurs boîtes parce que, enfin pour des raisons diverses et variées, mais c'était très sympa, ouais. Alors finalement, tu passes également après ces entreprises dans l'énergie, tu passes chez MyDeal où tu pars bosser quasiment 2 ans au Maroc et finalement tu rentres en France. Donc on est fin 2012, début 2013 et là tu te dis ça y est, je monte ma boîte. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Non, non, pas du tout. Alors déjà, c'est au bout de 3 ans dans le solaire. En gros, j'avais fait à peu près tous les postes que tu pouvais faire dans le solaire, donc ce qui était très sympa. Donc j'avais commencé en tant qu'ingénieur bureau d'études. Ensuite, chef de projet, donc vraiment c'était un projet solaire et tu essaies de faire en sorte qu'il soit raccordé en temps et en heure au réseau le plus rapidement possible et sans dépasser ton budget. Et à la fin, j'ai acheté des panneaux en Chine, j'avais monté un programme de maintenance, j'avais fait des trucs un peu marrants. Et au bout d'un moment, bah, le solaire était un secteur subventionné parce que tu avais des tarifs de rachat où en gros, produire de l'électricité solaire, enfin, normalement, quand tu la vends à des particuliers, les particuliers à l'époque l'achetaient à peu près, ouais, je crois que c'était 10 centimes d'euros le kilowattheure, et nous on la vendait 60. Donc on la vendait beaucoup plus cher, et EDF avait une obligation d'achat à ce prix-là. Enfin bref, donc c'était un secteur très subventionné. Et petit à petit, les subventions diminuent forcément parce que l'État n'est pas là non plus pour payer de l'électricité très très cher. Et donc le secteur se consolide. Donc, tu te retrouves avec des petites boîtes qui meurent ou qui se font racheter par des grosses boîtes. Et donc ça m'intéressait un peu moins. Donc j'avais demandé une rupture conventionnelle et on était au mois de mai 2011, je crois. Et du coup, bah là, j'ai une copine d'école qui avait lancé un équivalent de Groupon sur le marché marocain. Et je lui dis, bon, bah écoute, si tu veux, moi j'ai bien envie de venir 2-3 mois au Maroc pour passer un été un peu sympa. Et puis tu m'héberges, je t'aiderai un tout petit peu sur MyDeal. Et derrière, je rentrerai en France en septembre pour chercher un boulot. Et quand je suis arrivé au Maroc, j'ai commencé à l'aider sur la partie commerciale parce qu'elle avait déjà une dizaine de commerciaux, mais c'était pas très cadré. Les mecs avaient pas suivi pour savoir c'était quoi les gros leads, ils faisaient pas de veille pour savoir quels étaient les bons deals qui avaient fonctionné sur les autres services, etc. Donc j'ai commencé à essayer d'organiser un peu l'équipe commerciale et du coup je me suis retrouvé directeur commercial pendant 2 ans de MyDeal, ce qui n'était pas le plan initial, mais c'était très sympa. Et je suis rentré en France début 2013. Non, là j'ai commencé à chercher un job. Ouais. Au début j'ai cherché un job, mais finalement je crois que j'étais pas fait pour retourner en entreprise. En gros, le dernier entretien que j'ai passé, la personne m'a dit bah, franchement, j'aimerais bien te recruter, mais je pense que si je te recrute, dans les 3 mois, t'es parti. Donc, je dis ah, merde, bah, pourquoi? Et il me dit bah, parce que tu as besoin de beaucoup plus de liberté que ce qu'on pourra t'offrir. Et là, bon, je commençais à me dire bon, il y a peut-être qu'il faut que je réfléchisse un peu plus sérieusement à ce que je vais faire. Il a peut-être raison, c'est ça, ouais. Peut-être, ouais. Et puis j'avais des potes en parallèle qui voulaient lancer une boîte qui n'était pas Hitch, ils voulaient faire autre chose. Donc du coup, vu que moi j'avais fait une rupture conventionnelle avant le Maroc et quand vous partez à l'étranger, vos droits sont bloqués. Donc, du coup, quand je suis revenu en France, j'avais le chômage et donc ils voulaient que je le lance avec eux parce que j'avais du temps, un peu d'expérience. Mais le sujet m'intéressait pas trop, donc j'ai fini par leur dire non. Mais je leur ai dit bon, moi si je dois faire une boîte, autant faire une boîte, voilà, où je trouvais qu'il y avait plus d'impact. Et je leur ai dit autant faire Hitch, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, pour lancer Hitch, tu es allé chercher un copain d'école, c'est ça, qui était à Supélec avec toi? Ouais. Ouais, bah, quand je suis rentré du Maroc, j'avais pas de boulot, mais j'avais pas non plus d'appart. Donc c'était Mathieu, mon associé, qui m'hébergeait. Et donc quand nos potes en fait voulaient lancer une autre boîte, forcément ils suivaient un peu, vu que généralement on se retrouvait chez lui. Il était en coloc à l'époque, il avait un plus grand appart. Mais ça l'intéressait pas trop non plus le secteur. Et puis quand je suis revenu, je leur ai dit non mais si on doit faire une boîte, faisons Hitch. Là il a un peu tilté. Il a dit ouais bah, ça m'intéresse beaucoup plus et j'y crois beaucoup plus. Et du coup j'ai essayé j'ai réussi d'ailleurs. Bon ça n'a pas été très compliqué, mais il était assez convaincu par le projet. Et puis ça avait l'air de le chauffer aussi de quitter son boulot pour se mettre là-dedans. Donc on a décidé de lancer ça. Ouais.
Alors, les débuts de Hitch se passent plutôt bien et puis assez rapidement, vous vous retrouvez quand même confronté à un marché assez particulier. Il y a quand même une concurrence qui est quand même assez forte. Il y a les lobbies du marché. Il y a aussi les taxis qui commencent à s'agacer un petit peu. Comment ça se passe pour vous justement au bout de 2-3 ans comme ça avec Hitch? Comment vous réagissez face à tout ça? Ouais, bon, ça a pris un peu de temps quand même, ouais, parce que nous, on s'est lancé en septembre 2013. La première grosse crise, elle arrive mi-2015, donc 2 ans après. Et ça arrive le moment où effectivement ça pète entre Uber et les taxis. Et du coup, Uber a une défense assez simple qui est de dire vous pouvez pas interdire Uber Pop à l'époque, donc la version de Uber entre particuliers. Vous pouvez pas interdire Uber Pop parce que sinon vous allez devoir interdire Hitch, la gentille petite start-up française. Regardez comme ils sont mignons, vous n'avez pas envie de leur faire ça. Et donc du coup, on se retrouve un peu entre les taxis, Uber, le gouvernement, à un moment où il fallait pas du tout être là. Donc ça s'est un peu moins bien passé. Ouais. Donc dans le début a été croissance rapide. On s'est quand même un peu donné, parce qu'on s'est lancé en septembre 2013. Les 9 premiers mois de la vie de la boîte, parce qu'on n'a pas d'argent, donc pour trouver des passagers et des conducteurs, c'est quand même pas gagné. Donc en gros, tous les vendredis, samedi soir. Au début, on est ouvert que de minuit à 6h le vendredi et le samedi soir. Et en gros, tous les vendredis et samedi soir, il y a Mathieu dans une soirée et moi dans une autre. On a un petit stand. Et puis tous les gens qui sortent de la soirée, on les arrête vraiment et on les laisse pas sortir tant qu'on n'est pas sûr qu'ils ne vont pas rentrer en Hitch, quoi. On s'est quand même aussi un peu donné. Mais après, c'est vrai qu'on a eu un bon bouche à oreille. Le fait que Uber lance Uber Pop en 2014, ça a aussi probablement un peu aidé, parce que du coup, ça éduque aussi un peu le marché, vu que c'est quand même un gros acteur. Donc on a eu un développement relativement rapide. On est arrivé mi-2015, quand ça a pété, on faisait déjà quelques dizaines de milliers de trajets par semaine, donc ce qui était pas déconnant. On n'était pas un vrai concurrent des taxis, leur argument était à débattre, mais je n'étais pas forcément convaincu. Mais sachant qu'on était en plus ouvert que la nuit, on faisait une majorité de nos trajets vers la banlieue. Mais en tout cas, on a eu après une bonne croissance et au bout de 2 ans, le début des problèmes. Alors justement, il y a un arrêté d'interdiction qui passe en 2015, justement, qui s'adresse à vous et aussi à Uber Pop. Et vous décidez, vous vous dites, non, nous on continue d'exercer, tant pis, on est dans notre droit. Comment ça se passe justement à ce moment-là, quand il y a une décision comme ça qui est prise et que vous vous dites, moi je suis dans mon droit, donc je vais continuer? Ouais, alors. On a continué, on a été condamné pour ça après. Mais à l'époque, en fait, l'arrêté d'interdiction, c'est un arrêté d'interdiction pour trouble à l'ordre public. Donc en gros, les taxis font grève, bloquent le périph' et brûlent des voitures, et du coup, ça crée du désordre dans la rue. Donc pour pas qu'il y ait du désordre dans la rue, on décide d'interdire la cause de ce désordre. Donc, pas les taxis, mais les applications responsables de ça, ce qui est toujours assez particulier comme manière de fonctionner. Et du coup, tu as un arrêté d'interdiction, mais pas pour des raisons légales, mais qui te disent que tu es interdit pendant 6 mois en Île-de-France pour pas qu'il y ait de troubles à l'ordre public. Donc effectivement, tu peux quand même contester la légalité de cet arrêté si tu estimes que ton service est légal. Ce qui nous était le cas parce que, ce qu'on pensait en tout cas, donc sans vous refaire toute l'histoire, mais donc nous on s'est lancé, il n'y avait pas de loi qui encadrait ce qu'on faisait, et donc la première loi est sortie en 2014, c'est la loi Thévenoud, donc elle a été sortie après justement le démarrage de Uber Pop, et donc cette loi-là disait que le transport entre particuliers à titre onéreux était interdit. En gros, quand tu es un particulier, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent grâce à ta voiture, sinon c'est interdit. La grosse problématique, c'était de voir quelle est la différence entre un Blablacar et d'autres particuliers qui peuvent avoir de l'argent grâce à leur voiture. Donc nous, vu qu'il y avait Blablacar et toutes les solutions de covoiturage, on pensait que la différence se ferait au niveau du côté professionnel et du côté est-ce que je gagne de l'argent grâce à ma voiture ou est-ce que je fais du partage de frais. Et donc le sujet de Hitch était de rester dans cette limite de partage de frais, donc c'est pour ça que nos conducteurs ne pouvaient pas conduire tout le temps, donc ils étaient limités à 6 000 € par an, et donc la moyenne était de 1 500 € par an par conducteur, donc 35 € par semaine, un plein d'essence. Dans ce débat des gilets jaunes qu'on a actuellement, on était juste un peu trop en avance, mais ça faisait quand même pas mal de sens, et du coup on pensait en gros, on a été un peu... Non, le premier réflexe, quant à ça, tu te dis, clairement, Uber fout le bordel sur le marché. On sait, ils sont plus gros, c'est normal que ça crée plus de tension. La question, c'est de savoir, est-ce que Uber va décider de stopper Uber Pop? Et est-ce que quand Uber arrête Uber Pop, est-ce qu'on continue de t'embêter ou pas?
Donc tu vas par étape. Hein. Tu te dis, première étape, je vais essayer de tenir, on va voir, le temps que Uber arrête Uber Pop. Et après, on essaie de discuter, on voit si les gens en ont vraiment après nous. Uber a tenu une semaine. Au bout d'une semaine, ils arrêtent Uber Pop. Du coup, là, tu te dis, OK, on va continuer et on va voir. Et malheureusement, on a continué à avoir les mêmes problèmes. En gros, tu avais 200 policiers qui avaient été dépêchés et qui, tous les soirs, essayaient d'arrêter des conducteurs Hitch et Uber Pop. Et donc, tu en avais 3 par soir qui finissaient en garde à vue et qui étaient libérés le lendemain à 18h, ce qui est quand même assez violent pour des jeunes. C'était souvent des étudiants qui ramenaient d'autres étudiants en banlieue. Donc, j'ai regardé la loi sur la garde à vue. Donc la garde à vue, normalement, tu peux mettre quelqu'un en garde à vue quand tu penses qu'il peut détruire des preuves ou fuir à l'étranger. Et la France est le pays de l'Union européenne qui est le plus condamné pour l'abus de garde à vue. Bon, après, je me voyais pas attaquer les policiers pour abus de garde à vue, mais clairement, c'était un moyen dissuasif pour te casser les 2 jambes, quoi. Et c'est ça, parce que tu as senti un vrai acharnement envers vous. Après, il faut aussi se mettre en face. Hein. En face, tu as quand même des taxis qui brûlent des voitures et qui bloquent le périph', quoi. Donc la réponse politique... Et je dis pas qu'elle est normale, et nous on l'a trouvé injuste parce qu'en plus je pense que c'était quand même pas de notre faute, mais c'est un sujet compliqué qui crée des tensions, et quand tu es politique, toi ton but c'est quand même que le pays tourne, quoi. Et là en l'occurrence il tourne pas pendant un moment entre guillemets à cause de ces solutions. Alors comment on vit justement ces moments de doute quand on a l'impression qu'on a tout le monde contre soi, et aussi comment on va rassurer ces équipes qui en interne commencent à voir ce qui se passe en fait dans les médias aussi? Ouais. Après, nous, le premier truc qu'on a fait, bien entendu, c'est qu'on a prévenu nos conducteurs. On leur a dit, bon, effectivement, la police considère que ce qu'on fait est illégal, on n'est pas d'accord pour telle et telle raison, et puis du coup, on explique aussi la loi et pourquoi nous, on considère qu'on fait bien du partage de frais. Après, on leur dit, par contre, on a beau considérer ça, en ce moment, il y a des contrôles de police, donc voilà, nous, on vous conseille de ne pas conduire. Bien évidemment, tu perds la moitié de tes conducteurs. Après, tu as des conducteurs qui décident de continuer à conduire, ce qui, entre guillemets, c'est un peu hypocrite parce que ça t'arrange aussi, parce que si tout le monde arrête, c'est chiant aussi. Mais en tout cas, toi, tu essayes d'être quand même le plus clean possible vis-à-vis de tes conducteurs, tout en essayant quand même de te battre un petit peu, de commencer à rencontrer aussi des cabinets ministériels. Parce que le problème qu'on avait aussi à l'époque, c'est qu'en gros, les seuls qui parlaient de Hitch, c'était G7, c'était Uber et dans une moindre mesure, Blablacar. Et généralement, ils ne donnaient pas une bonne image de la plateforme. Et en gros, tout le monde pensait qu'on était le Uber Pop français, qu'il n'y avait aucune différence, etc. Donc, on a quand même dû aussi faire ce travail juste en fait, d'expliquer ce qu'on faisait. Mais voilà, à un moment, si tu ne fais pas ce travail-là, personne ne le fait pour toi. Et donc, on s'est dit, on doit quand même continuer un petit peu pour expliquer ce qu'on fait. Et puis, au moins que les gens décident de nous interdire, mais avec les bonnes informations. Après, s'ils décident de continuer dans cette voie, OK, mais qu'ils ont au moins tous les éléments. Parce que là, on était vraiment jetés avec l'eau du bain. Et c'est un peu dommage, ouais. Donc, tu décides de continuer. Tu sais que ça va être un peu compliqué. Après, tes équipes, c'est pas très, très compliqué. Parce que, enfin, j'en sais rien, mais pour nous, ça n'a pas été si dur que ça, cette période-là, parce qu'on avait aussi recruté des gens où, moi, les premières recrues, c'est déjà en fin 2014. Bon, tu sais qu'il y a quand même déjà pas des problèmes, mais tu sais déjà que les problèmes vont arriver, quoi. Et donc, du coup, tu recrutes quand même des profils qui viennent aussi un peu pour ça, ouais. Et moi, j'ai toujours vécu les crises. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les crises. Ça me gêne vraiment pas de gérer des crises. Je trouve que c'est très simple à gérer parce que tu as plein de problèmes. Tu as peut-être une porte de sortie et tu n'en as qu'une. Et si déjà tu en as une, c'est pas mal. Donc, du coup, tu sais exactement ce que tu dois faire pour t'en sortir. Et puis après, soit ça passe, tant mieux, soit ça casse, tant pis. Mais au moins, c'est pas très, très compliqué à gérer. J'ai beaucoup plus de mal à gérer les périodes de paix où là, tu peux plus t'endormir dans le quotidien. Tu peux plus... c'est un peu... Ouais, c'est un peu moins mon truc et je suis plus... Alors, j'essaie de progresser, mais je suis plus adapté à la crise. Donc, hyper simple à expliquer à la team, en mode, bon les gars, de toute façon, vous êtes venus pour ça. C'est là où clairement, tu vas avoir une expérience que tu n'auras jamais ailleurs. Et c'est les moments les plus intéressants. Les crises, c'est les moments les plus intéressants. Tu restes jusqu'à 1 heure, 2 heures tous les soirs avec toute l'équipe. Tu vis des trucs que tu ne vivras jamais ailleurs. Dans 10 ans, tu en reparleras. Tu auras vécu un truc assez fort ensemble. Donc, je leur dis, bon, le moment, c'est une crise. C'est
pas le mot. Enfin, moi, je leur dis, je commence toujours comme ça. Je dis, c'est le moment d'en profiter. Les prochaines semaines vont faire partie des semaines les plus sympas qu'on va vivre. Alors, effectivement, ça va être dur. Effectivement, il va y avoir du boulot. Mais en vrai, une fois qu'on l'aura passé, c'est là où tu es fier de ce que tu as fait et c'est là où tu as énormément appris. Et si ça passe, tant mieux parce qu'au moins, derrière, tu es plus fort. Et si ça casse, à la limite, c'est pas grave. Enfin, moi, j'ai pas promis à des gens de les recruter jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Donc, si ça casse, c'est pas très grave. Tu auras une expérience qui est quand même assez sympa et je pense que tu peux valoriser relativement facilement. Donc, du coup, si ta seule peur, c'est de perdre ton boulot, écoute, on se posera cette question dans 2-3 mois, quoi, et on verra à ce moment-là. Et si tu le perds, on essaiera de t'en trouver un. Mais tu as quand même pas mal de startups qui se lancent à Paris et je pense qu'il y en a pas mal qui seraient ravis d'avoir des gens de chez Hitch qui ont vécu quelques crises, quoi. Donc, bon, tu arrives assez facilement à rassurer les gens, ouais. Alors, outre les salariés, il y a aussi les proches, la famille à rassurer. Et à cette époque, tu dis à ta mère, si on finit en prison, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour Hitch. J'ai dit ça, moi. Ouais. Je suis un peu provoque parfois, merde. Ouais, j'ai pu dire ça. Alors, pourquoi j'ai pu dire ça ? Parce que, ah oui, je lui avais dit, oui, je m'en souviens plus. J'ai dit à ma mère, ouais, si on finit en prison, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour Hitch, parce que déjà, dans une cellule, je vais pouvoir faire que bosser. Donc, ça va être génial. Moi, je vais être vraiment concentré. Je vais avoir que ça à faire. Ça va être cool. Et à côté de ça, probablement, si un jour on finit en prison, ça s'embrase un peu, quoi. Parce qu'on le mérite probablement pas. Donc là, tu prends la figure de martyr, vraiment, tu la crées d'un coup de manière assez forte. Donc probablement, ça risque quand même d'exciter un peu l'écosystème startup. Et là, il y a des gens qui vont se battre pour nous aussi. Ouais. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, ils nous ont pas mis en prison, ils nous ont mis en garde à vue, mais ils nous ont pas mis en prison. Mais ça nous aurait peut-être que ça nous aurait aidé, je sais pas. Ouais. Alors, après toute cette période, il y a une espèce de période d'accalmie, on va dire, où toute votre communauté vous aide, parce que vous avez quand même une énorme communauté. Donc tout le monde vous accompagne là-dedans. Et puis finalement, jusqu'à la décision finale, donc le 2 mars 2017, ouais. Où vous êtes condamné. Et là, comment on réagit à ça déjà personnellement, et est-ce qu'on se dit tant pis j'arrête tout, ou est-ce qu'on se dit non tant pis je rebondis et je repars? Ouais, alors avant ça, en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc été 2015, la grosse crise, on arrive plutôt à la gérer. On se retrouve début 2016, et là, il y a même un député qui est chargé par Manuel Valls de faire un rapport sur l'économie du partage, et il est très positif sur Hitch parce qu'il y a des choses très bien en fait avec Hitch à l'époque. Enfin, on a tous nos trajets concernent la banlieue, les jeunes de moins de 25 ans. On a des conducteurs, on a des partenariats pour les conducteurs qui atteignent le plafond de 6 000 €. Ils peuvent devenir VTC, donc on fait de l'insertion professionnelle, etc. Donc c'est un truc, c'est vraiment l'économie du partage comme on a envie de la concevoir, donc qui est positive sur les zones où tu peux pas avoir d'offre pro et qui permet de faire de l'insertion professionnelle. Donc voilà, donc on commence à avoir un peu redressé le tir. Et du coup, début 2016, nouvelle grève des taxis, et cette fois-ci contre nous, parce que on est les derniers. Donc forcément, on est un peu plus dans le viseur. Et là, tout le monde pense qu'on va sauter. Il n'y a personne qui met une pièce sur Hitch parce que le lobby des taxis est quand même assez puissant. Et donc, c'est à ce moment-là où, effectivement, le gouvernement décide. Ils ont le choix entre soit nous dégommer tout de suite, ou soit essayer de faire un truc un peu plus doux. Et c'est là où le rapport de force entre le gouvernement et nous a été le plus fort. Et c'est là où on a le plus mobilisé nos utilisateurs. Et en gros, le gouvernement finalement décide de pas interdire Hitch, mais de demander à la justice de s'occuper de nous. Donc c'est là où effectivement nous on est aussi placés en garde à vue et on nous remet des audiences pour faire une audience pénale où on nous reproche un certain nombre de choses. Et comme ça permet à Manuel Valls de dire au taxi, ne me demandez pas d'interdire Hitch parce que là la justice s'est saisie du dossier. Donc soit c'est légal et je vais pas interdire un truc qui est légal, soit ça n'est pas légal et effectivement là on leur demandera d'arrêter, il faudra qu'ils arrêtent, sinon on prendra les mesures qui s'imposent. Et donc du coup ça nous permet d'avoir une année 2016 un peu plus tranquille. Voilà. Alors pourquoi le gouvernement a décidé de faire ça? Je pense qu'ils n'avaient pas envie d'avoir la responsabilité d'avoir tué Hitch. Où depuis le début on s'était dit avec The Family, on fait partie de The Family, qu'en gros la seule manière de survivre ce serait de réussir à faire descendre les jeunes dans la rue. Parce que là, tu as un niveau à peu près comparable au taxi qui bloque le périph'. Ça brûle moins de choses, mais en termes de poids politique, c'est assez fort. Mais pas évident, hein, quand tu as une marque, on n'est pas non plus... on est une marque, hein, on n'est pas... voilà. Pas évident. Donc, tu n'as que Énergie qui a réussi à le faire dans les années 80. Donc, j'avais regardé, donc pas évident.
Et donc, à ce moment-là, on sent quand même que l'entourage du Premier ministre pose un peu des questions à notre entourage et demande est-ce que si on interdit Hitch, vous pensez vraiment que les jeunes peuvent descendre dans la rue, etc. Donc on en joue beaucoup et on va même jusqu'à créer un événement qui s'appelle Faites la fête, pas la grève, et qui était prévu une semaine après la grève des taxis et où en gros on explique que on donne pas encore la localisation, mais tous ceux qui veulent, il faudra venir dans la rue et défendre Hitch. Et on a 25 000 personnes qui viennent et qui disent qu'ils vont venir. Bon, on avait spammé, on avait essayé d'avoir tout le monde, mais je sais pas combien de personnes seraient venues. Et je pense qu'il faut à peu près 10 000 personnes dans la rue pour que tu commences à avoir un vrai poids politique, ce qui est quand même pas évident. Et puis finalement, le gouvernement décide de pas nous interdire, de nous de demander à la justice de s'occuper de nous, ce qui nous va bien, parce que nous on a envie de savoir aussi si ce qu'on fait est légal ou pas. À un moment, on n'a pas envie de passer 10 ans à jouer au chat et à la souris avec la police. Nous, c'était pas du tout le but. Plus vite on avait une réponse, mieux c'était. Et en parallèle, ils nomment un médiateur pour régler le conflit taxi, VTC, Hitch. Donc on dit bon, on annule l'événement et puis on va faire la médiation et puis on verra ce qui se passe. Et du coup, il y a cette médiation là pendant toute l'année 2016 et donc ce qui débouche sur une nouvelle loi, donc qui est la loi qui régit aujourd'hui la mobilité, c'est la loi Grand-Guillaume, et donc qui modifie un peu le texte et qui dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. Ce qui permet, je ne sais plus quelle était ta question, mais ce qui permet donc lors de l'audience où le juge en fait nous condamne et nous explique qu'à partir du moment où il y a un échange d'argent, c'est du transport à titre onéreux. Donc en gros, le juge dit noir sur blanc que toutes les applications de covoiturage sur 2014-2015, donc le temps où il y avait la loi, 2014, 2015, 2016, le temps où il y avait la loi Thévenoud, tout le monde était dans la même illégalité que nous, sur du pénal en plus. Mais nous, on est condamnés parce qu'on a été les seuls à être attaqués. Et maintenant, Blablacar ne peut plus être attaqué parce que la loi Grand-Guillaume, nous, notre jugement est le 8 décembre, et donc la loi Grand-Guillaume est votée le 20 décembre. Et donc maintenant, elle dit que le transport à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. Comme ça, les acteurs du covoiturage sont sauvés et nous, on s'est fait dégommer. Donc, aucune idée si c'était la stratégie début 2016. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que je ne le saurai jamais. Mais assez marrant de voir comment ça se passe. Et donc, nous, on a la décision du juge en mars 2017, où là, effectivement, on est condamné avec une condamnation quand même assez lourde, parce que du coup, on a 600 000 € d'amende en tout, parce qu'il y a 1500 taxis qui se sont portés partie civile, ils ont tous des dommages et intérêts. Et en plus, avec une exécution provisoire du jugement. Donc, ce qui dit qu'on est obligé de payer tout de suite. En gros, ce qui dit que si tu fais appel, le jugement est quand même valide. Et c'est à la fin de ton appel que ça peut changer le jugement. Mais ton appel n'est pas suspensif. Alors, c'est ça, justement. Vous avez à ce moment-là, vous avez 60 salariés, vous avez plus de revenus et vous avez les amendes à payer. Ouais. Et en plus, en plus, je dis ça, j'ai l'air un peu provoque et acide et tout ça. Je suis pas du tout aigri sur cette période-là. Au contraire, moi, il y avait des moments durs, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça m'a beaucoup appris aussi. Et je pense que ça a aussi construit Hitch dans une certaine mesure. Mais donc, quand on voit le juge en décembre, à l'époque, Hitch a levé que 1 million d'euros. Et donc, on n'a jamais été rentable. Donc, elle a accès à nos comptes. Elle connaît la situation financière de l'entreprise. Donc, elle sait qu'on a à peu près 800 000 € sur le compte. Et donc, 3 mois après, elle te condamne à 600 000 € que tu dois payer tout de suite, vu que tu as une exécution provisoire du jugement. Elle sait que tu as 800 000, tu dois payer 600 000. Elle te met à 0 € de revenus avec 60 employés. Concrètement, en gros, elle veut te tuer, quoi. Enfin, je vois pas malheureusement d'autres mots. Et en fait, on s'en est juste sorti parce que entre le moment où on l'a vu et le moment où on a été condamné, on avait fait une autre levée de fonds où il y avait des conditions suspensives qui dépendaient du résultat de l'audience, mais qui nous permettaient quand même de prendre un petit peu d'argent à ce moment-là, ce qui nous a permis de rebondir sur du VTC, ouais. Mais je sais même pas si c'était conscient ou pas, mais clairement, oui, elle nous a fait un assassinat économique, quoi, ouais. Alors, justement, vous avez rebondi, je crois, en 2 petites semaines. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 semaines? Par quoi, justement, tu as commencé pour rebondir, pour recréer entièrement la société? Ouais. Bon, après, nous, on avait quand même une marque qui était relativement forte. On avait une communauté de passagers, on avait une équipe, et on avait une techno qui était sur du particulier, pas sur du pro, mais c'est quand même pas complètement éloigné. Et par contre, on avait des conducteurs qui étaient des particuliers, on n'avait plus de pros. Enfin, on n'avait pas de pros, on n'avait que des particuliers. Donc, tu sais que tu dois retrouver des chauffeurs et des chauffeurs VTC si tu veux basculer sur du VTC. De toute façon, tu n'as pas 15 000 options, donc c'est à peu près ta seule, et soit ça passe, et tant mieux, et si ça passe pas, tant pis, c'est la fin du bal. Mais donc voilà, donc on s'est dit qu'on allait le tester. Après, on
On a quand même pris une semaine aussi pour, on a quand même organisé une manifestation finalement chez Hitch à ce moment-là. Donc avant de basculer sur du pro, on s'est dit qu'on allait perdre une semaine à faire une manifestation. On trouvait ça bien. Donc on a organisé une manif et au début on voulait la faire physique. Mais ça a été un peu compliqué parce que c'était l'époque, il y avait eu l'affaire Théo et donc c'était un peu compliqué d'avoir les autorisations, etc. Donc au final, on l'a pas senti, on s'est dit on va se faire dégommer, ça va pas être terrible. Donc on a organisé la première manifestation virtuelle. On a eu 200 000 participants. Bon, c'est un peu plus simple peut-être en virtuel, mais c'est quand même pas mal. Où en gros le principe était plutôt marrant. Tu avais un site internet où tu pouvais venir dessus et tu choisissais un petit avatar. Après une pancarte, tu pouvais habiller ton petit personnage et et après tu pouvais écrire un message. Et on avait des camions dans Paris avec des écrans géants qui diffusaient les messages. Donc ça te faisait une manif qui était à la fois online et physique. Donc c'était plutôt marrant. On voulait faire ça un peu parce que c'était le moment pré-campagne présidentielle. Donc on voulait aussi essayer de voir si ça allait être repris. Finalement, il n'y a pas grand monde qui s'est positionné. Il n'y a que Hamon qui a souligné, qui avait fait un petit tweet sur Hitch à ce moment-là. Et puis on n'a pas fini aux 20h. On avait fait France 3 régional. C'est le plus haut. On n'a pas réussi à aller plus haut avec cette manif. Voilà, donc on a perdu une semaine là-dessus. Et après, on s'est dit qu'il fallait relancer avec des pros le plus rapidement possible. En gros, tu as l'équipe technique qui essaie d'adapter le plus rapidement possible pour avoir des pros, et tu as les opérations où tu essaies de trouver des chauffeurs et de les inscrire le plus rapidement possible. Là, je sais pas qui avait eu l'idée dans la boîte, mais bonne idée. On avait contacté tous les chauffeurs chez nous qui avaient fait plus de 6 000 euros, qui étaient arrivés au plafond. On leur avait demandé si par hasard ils n'étaient pas devenus VTC ou s'ils connaissaient pas des gens qui étaient devenus VTC. Donc ça nous a permis de récupérer 1000 chauffeurs comme ça. Donc on avait trouvé les 1000 premiers chauffeurs et du coup on relance et puis après t'essaies de te mettre en mode vraiment tunnel où tout le monde bosse pas mal, parce qu'au début tu fais tout à la main parce que t'es clairement pas prêt, hein. Il n'y a rien qui est prêt, mais tu essaies de rencontrer tous les chauffeurs, de prendre tous les papiers, de te débrouiller avec des voilà, comme tu peux, quoi. Alors justement, cette nouvelle stratégie, elle a plutôt bien marché. Vos investisseurs ont suivi. Il y a eu des nouveaux fonds qui ont été levés. Vous avez levé 16 millions d'euros entre 2017 et 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça y est, que tout roule, presque que ce serait simple maintenant? Non, c'est pas simple du tout. Non, faut pas que tout roule, sinon moi je vais m'ennuyer, ça va pas le faire. Donc non, on a bien rebondi. C'est vrai qu'on a bien rebondi. On fait plus de trajets qu'avant. On gagne plus d'argent qu'avant. Maintenant, on n'a pas de problème réglementaire en France, donc c'est pas mal. Après, on est quand même sur un marché où Uber est largement dominant, quoi. Donc pour te dire que tout est fini, non, clairement pas. Je pense qu'on est encore sur un marché où tu as des acteurs qui ont levé des milliards et des acteurs qui ont levé des millions. Et voilà, donc c'est quand même un facteur 1000. Et c'est à peu près ça le ratio entre Uber et Hitch. Et il y a d'autres acteurs qui ont aussi beaucoup d'argent. Donc tu as toujours cette question-là, est-ce que le fait d'essayer de créer une appli un peu différente, un peu plus sociale, un peu plus conviviale, est-ce que ça suffit, ou est-ce qu'à un moment, quand tu as des guerres de promotion, comme c'est un peu le cas d'ailleurs en ce moment, où tu as quand même pas mal de réductions sur différentes applis, est-ce qu'on peut survivre sur un marché comme ça où tu as des guerres financières? Et donc pour l'instant, on y arrive bien, on continue de grossir et ça se passe même très bien. Par contre, il y a clairement des challenges sur les 2 prochaines années ou plus. Parce que on est encore en mode soit on arrive à grossir et peut-être qu'on arrivera à se faire une place, ou soit on va mourir, quoi. D'accord. Et du coup, c'est quoi vos objectifs sur les 2 prochaines années en termes de développement? Alors nous, on est aujourd'hui en France, en Belgique, en Suède, en Italie et au Maroc. Le plus gros pays en Europe, c'est la France, et le deuxième, c'est la Belgique. Donc on est je pense que tu es quand même sur un marché, en fait, où il y a 5 ans, quand on s'est lancé, tout le monde pensait que ce serait un marché global, où en gros Uber dominerait le monde, et un peu à la Airbnb, que plus tu es gros, plus tu as des avantages, parce que tu as plus de gens sur la plateforme. Et en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus une somme de marchés locaux qu'un marché global. Chaque ville est différente, et tu peux avoir des acteurs qui dominent là et pas là-bas. Pardon. Et du coup... notre objectif premier, c'est quand même de continuer à grossir en France. Et moi, alors que j'avais pas du tout cette ambition-là il y a quelques années ou quelques mois, moi, c'est la première fois où je me dis que, en vrai, j'aimerais bien un jour que Hitch soit plus gros que Uber en France. Ouais. Alors, je dis pas qu'on y arrivera. Il y a
encore beaucoup de boulot pour que ça se passe. Mais je pense qu'en étant un acteur local, tu as un petit avantage concurrentiel, naturel. Si tu arrives à bien grossir, et tu le vois en fait dans tous les pays où il y a eu un gros concurrent local qui émerge, donc c'est le cas en Asie du Sud-Est, en Chine, en Russie, etc. Souvent Uber finalement a fini par partir, ou alors ils sont restés, mais ils sont pas forcément leaders. Et c'est pas qu'une taille de marché. Tu as la même chose par exemple en Israël, à Tel Aviv, Get est beaucoup plus gros que Uber, parce que quand tu as un acteur local qui commence à avoir sensiblement la même taille, après il a un petit avantage parce que tu as une meilleure relation avec tes chauffeurs, parce que tu es sur place, tu les vois plus souvent, etc. Et puis il faut la direction, donc ils se sentent aussi plus écoutés, ils sont probablement plus écoutés. Tu as probablement aussi une connexion un peu plus forte avec tes passagers et tes conducteurs, parce que les gens aiment bien consommer local, aussi parce que tu réponds mieux à leurs attentes, etc. Donc je ne sais pas si on y arrivera, mais voilà, si on continue de doubler chaque année, dans 2-3 ans, on sera à une taille plus petite que Uber, mais pas si petite que ça, ou en tout cas le ratio sera correct. Et du coup, là, il faudra commencer à viser de faire en sorte qu'en France, il y ait une boîte française qui soit leader sur ce marché. Ce qui là est un challenge, moi, qui me plaît bien, quoi. Et à côté de ça, on a l'international. Ouais. Alors, peut-être pour terminer, une question peut-être un peu plus personnelle. Toi, personnellement, est-ce que tu t'imagines un jour monter une autre boîte, arrêter Hitch, parce que justement, peut-être qu'au bout de tant d'années, il y aura peut-être un peu de lassitude. Comment toi, tu vois ça? Ouais, je ne suis pas du tout arrêté là-dessus. Il est possible qu'au bout d'un moment, j'arrête Hitch parce que je ne suis plus la bonne personne. Moi, j'ai toujours pensé que... on s'était posé la question avec Mathieu au début, qui serait le meilleur CEO pour la boîte. Et on s'était dit que ce serait peut-être moi au début, puisque je suis un peu plus... j'aime bien les crises, voilà. Mais que sur du long terme, si un jour Hitch devenait très gros, je ne suis pas sûr d'être la personne la mieux placée pour gérer Hitch, parce que plus t'es gros, moins faut être provoque, et puis voilà. Et peut-être que ça me plairait moins aussi. Donc il est possible que j'arrête un jour, qu'on vende la boîte ou pas, c'est pas forcément lié. Après, aujourd'hui, avant de voir le moment où on va arrêter, moi j'ai encore beaucoup de marge et je vois quand même pas mal d'années et ça me va très bien. Je suis très content. Moi je trouve que avoir l'ambition de challenger de plus en plus Uber en France, avoir l'opportunité d'aller sur des marchés internationaux, c'est pas des trucs que je vais avoir tout le temps dans ma vie, quoi. Si demain je recrée une boîte, est-ce que je vais avoir une boîte qui me plaît autant que Hitch? C'est chaud quand même, hein, parce que là il y a la croissance, il y a d'être le petit contre le gros. Moi ça j'aime bien. J'ai toujours préféré les numéros 2, quoi. Moi j'aime bien. Il y a le fait d'être sur le monde de la nuit qui me plaît aussi quand même pas mal. Avec des jeunes, là on commence un peu les marchés émergents. Putain, pour retrouver tout ça, faut quand même se lever tôt. Donc c'est pas du tout sûr que j'arrête à un moment. Et si j'arrête, c'est pas du tout sûr que je recrée une boîte. Je me verrais pas du tout créer une boîte, faire un software pour essayer de le vendre et gagner de l'argent. Je suis pas je suis pas trop un mec d'argent. Donc moi je le fais parce que ça me fait marrer. Aujourd'hui, je pense que c'est là où je peux le plus m'éclater sur les prochaines années. Peut-être que ça changera, mais peut-être pas. Ouais. Merci Teddy. On va passer peut-être aux questions du public, s'il y en a en tout cas. Du coup, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser. Est-ce qu'il y a un micro peut-être à... Question toute simple, est-ce que Uber a tenté de vous approcher pour vous racheter, tout simplement? C'est une question confidentielle. Oui, je me doute. Et ma réponse est une réponse. Non, on a déjà eu des approches de concurrents. Voilà. On en avait une avant l'audience d'ailleurs, qu'on avait refusée à ce moment-là. Ce qui était quand même assez marrant, parce qu'effectivement, j'aurais pu prendre un peu d'argent à ce moment-là, et puis 3 mois après, on était condamné, la boîte valait 0, quoi. Voire, elle était quasiment négative. Ouais, parce que, en plus, j'ai appris qu'on est condamné sur du pénal, je savais pas. Si jamais la boîte avait pas pu payer, mais j'étais caution solidaire, donc on n'était pas loin en plus d'être endetté à vie. Ouais. Et du coup, on avait eu les employés derrière 2-3 mois après, ils nous avaient demandé, mais quand même, vous regrettez pas de pas avoir vendu, parce qu'on est hyper transparent, on leur avait dit qu'on avait l'offre et tout ça. Vous regrettez pas de pas avoir vendu à ce moment-là? Puis je leur avais dit, oh putain, c'est marrant, j'y avais même pas repensé. Je leur ai dit, j'y ai même pas repensé. Et du coup, je me tourne vers Mathieu et Lick, mes associés, et puis ils disent, ah ouais, moi non plus, quoi. Donc,
voilà. Après, ça dépend ce qui te drive aussi, quoi. Moi, vendre la boîte pour faire de l'argent et derrière recréer une boîte, aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Ouais, ça m'intéresse pas. Peut-être qu'un jour, j'aurais besoin de me sentir libre et de faire autre chose, mais pas aujourd'hui. Et c'est pas l'argent qui t'apporte la liberté. Ouais. Au contraire, je pense que si t'as alors après, si un jour on vend la boîte et que je gagne de l'argent, tant mieux. Mais je pense que quand tu as de l'argent, assez vite, ça t'ancre aussi. Ça peut. Je sais pas, ça dépend. Sauf si tu en as vraiment beaucoup. Ou là, ouais. Mais sinon, tu commences à acheter un appart. Après, tu commences à acheter un appart, tu commences à vivre dans la même ville. Et ça y est, c'est foutu, quoi. Donc, ouais. Donc voilà. Donc je ne réponds pas à la question, mais on a déjà été approché. Ouais. D'autres questions? Tu disais que tu n'étais pas aigri par rapport à tout ce qui s'est passé, mais tu as plusieurs fois parlé de Blablacar. Est-ce que tu en veux un peu à l'écosystème de pas plus vous avoir soutenu, sachant qu'en plus eux étaient relativement protégés du coup après avec cette loi qui était en train de passer sur le covoiturage? Non, l'écosystème nous a énormément soutenus. Hein. Il y avait quand même un vrai soutien de la part de tout le monde. Ouais, je pense qu'on avait plutôt bonne réputation et les gens nous aidaient. Après, effectivement, c'est toujours pareil. C'est quand t'es entrepreneur, tu défends ta boîte, quoi. Et effectivement, moi, je pense qu'à l'époque, Blablacar aurait pu essayer de sortir une réglementation pour l'économie du partage un peu plus large, où vraiment, si on s'était mis ensemble, on aurait réussi à faire ce qu'on poussait. Hein. Nous, c'était d'avoir une loi qui permet à chaque individu de gagner jusqu'à 5 000 € par an, toute plateforme d'économie du partage confondue, avec de la fiscalité qui est prélevée par la plateforme et payée. Et je pense que c'est assez utile, c'est un truc très libéral, mais si tu as un socle un peu socialiste, parce que l'économie du partage, c'est ça qui est très particulier, c'est que c'est un truc ultra libéral. Quand tu y penses, tu peux faire tout et n'importe quoi, mais qui est utilisé par des populations plutôt de gauche, en fait, parce que c'est quand même des gens qui ont généralement besoin d'argent, qui vont louer leur voiture ou se mettre à conduire des jeunes le soir, quoi. Bon, si tu roules en Porsche, moi j'ai pas eu beaucoup de Porsche inscrites sur Itch, je pense que j'en ai pas eu même. Donc c'est ça qui est assez particulier, et du coup les politiques ont vraiment du mal à se positionner. Ils savent pas du tout comment prendre ce truc-là. Et nous, notre proposition, je trouve était assez sympa. Et je pense qu'elle aurait pu être portée par Blablacar et les autres acteurs de l'économie du partage, parce qu'effectivement, ils ont réussi à faire une très très belle boîte et ils sont très écoutés sur ce secteur-là. Ils ont choisi de pas le faire et ils ont choisi effectivement d'essayer plutôt de limiter la réglementation à juste eux pour se protéger et être sûr que derrière personne ne vienne attaquer cette réglementation-là. C'est un choix, je m'entends très bien avec Frédéric Mazella, c'est un choix de patron que je peux complètement entendre et respecter. Et tout à l'heure, je racontais que Uber s'est servi de nous pour sa défense. J'aurais fait exactement la même chose, c'est normal. Donc à un moment, tu es là aussi pour défendre tes intérêts et t'as pas à être aigri quand ça t'arrive, c'est juste que t'as pas les mêmes intérêts que les gens en face et chacun défend son avis, enfin chacun essaye de faire passer son avis, puis après à la fin le meilleur gagne, quoi, ou peut-être celui qui a raison, je sais pas. Donc non, je leur en veux pas du tout. Et pour le coup, on a été énormément soutenus par l'écosystème. Ouais. Enfin, j'ai l'impression. Et merci l'écosystème de nous avoir autant soutenus. Une dernière question ? T'as déjà peut-être abordé le sujet, parce que j'ai loupé le tout début du talk, mais le fait que ce soit des jeunes de banlieue et toute la réflexion sur l'insertion professionnelle ensuite, ça a vraiment été pensé comme tel dès le début, ou c'est quelque chose que vous avez constaté par la suite et vous avez décidé, déjà potentiellement vu les problématiques judiciaires légales, de l'utiliser pour de la communication et aussi juste parce que vous y croyez et que ça vous a plu de faire ça comme ça? Ouais. Alors non, on l'a pas pensé. Enfin. Oui, non. Disons que quand on a lancé Itch, l'idée de départ, c'était aussi parce que donc nous, en 2013, on a l'idée début 2013. C'est un moment où tu as aussi un peu à partir de 2012, tu as un peu cette vague électro-berlinoise qui arrive sur Paris avec les premières soirées un peu en banlieue. Tu as l'ouverture du 6B, des trucs comme ça. Voilà. Et nous, en tant que Parisiens, moi, je considère que les meilleures soirées sont en banlieue aujourd'hui à Paris. Et je sors un peu moins, j'ai un peu vieilli, mais malheureusement. Mais du coup, on sortait beaucoup dans ces endroits-là. Et donc, Itch a été imaginé à la base parce que c'était des Parisiens qui voulaient aller en banlieue. Et après, ça s'est complètement inversé. Ça a été utilisé par des gens qui habitaient en banlieue et qui voulaient sortir sur Paris. Mais tu avais quand même déjà ce côté-là où on pense que la nuit,
t'as pas de lien entre Paris et la banlieue et tu as besoin d'avoir une solution complémentaire parce que si tu te bases que sur les taxis ou les VTC, le problème c'est que ce sont des gens qui travaillent à plein temps et donc du coup tu as toujours le même nombre de chauffeurs quel que soit le moment de la semaine. Donc en gros tu as autant de chauffeurs un samedi soir qu'un lundi après-midi alors que tu as des pics de demande le vendredi et le samedi soir. Et donc on avait dès le début ce sentiment-là que l'économie du partage pouvait te permettre de mieux absorber les pics de demande et notamment sur les zones moins denses et donc notamment sur la banlieue parce qu'en gros quand tu as un chauffeur pro tu veux toujours avoir de la demande donc tu vas sur des zones où il y a toujours de la demande donc c'est les aéroports et Paris et tu vas beaucoup moins en banlieue. Ça a un peu changé aujourd'hui mais à l'époque personne n'allait en banlieue et donc on se disait en fait pour avoir des gens en banlieue faut le vendredi et le samedi soir, il faut qu'ils fassent que le vendredi et le samedi soir parce qu'ils vont être dans leur salon, ils n'auront pas les 15 trajets par soir, mais ils vont allumer l'application et puis entre minuit et 3 heures, ils vont avoir 3-4 trajets des voisins autour de chez eux, ils vont les faire, puis derrière ils vont rentrer chez eux. Donc on avait quand même cette intuition-là. On pensait que la banlieue était un axe hyper fort. Après, clairement, on a construit l'argumentaire parce qu'on a vu aussi que ça fonctionnait et parce que derrière, tu vois des opportunités et tu doutes que c'est quelque chose de positif, donc tu t'en sers. Donc ce serait mentir que de dire que dès le début, on s'est dit qu'on allait faire en sorte que les conducteurs qui atteignent 6 000 € derrière, ils s'insèrent et deviennent professionnels et tout ça. Non, ça y a des trucs qui deviennent au fur et à mesure. Par contre, le côté faire ça parce qu'il y avait un manque sur la banlieue, ça c'était quelque chose qu'on avait en tête dès le début. Et le fait que ce soit des jeunes de banlieue les conducteurs, ça on ne le savait pas forcément. Moi j'aurais bien aimé aussi avoir plus de Parisiens, mais ils n'ont pas de voiture. Donc voilà, mais ça aurait été pratique d'avoir des Parisiens parce que justement ça te permet d'avoir une offre aussi dans Paris avec des gens qui au début sont chez eux et ils vont y aller que s'il y a une demande. Parce qu'au début, tu as quand même envie que tes conducteurs, quand ils se connectent, ils aient quelques demandes parce que sinon ils ne vont pas revenir la semaine d'après, ce qui est assez dur à faire. Donc moi j'aurais bien aimé aussi avoir des Parisiens, mais on était très content d'avoir des jeunes de banlieue. Et moi pour le coup, c'est le truc que j'ai préféré de la partie Hitch entre particuliers, c'est la mixité sociale. Et je pense que le truc le plus important de Hitch, et voilà, on a beaucoup défendu, parce que ça se défendait mieux, le côté pouvoir sortir, accès à la nuit, pouvoir rembourser une partie de ses frais de voiture, etc. Mais moi, ce qui me touchait le plus personnellement, c'était la mixité sociale. C'était de voir que tu mettais en relation, en très gros cliché, des jeunes mecs du 93 avec plutôt des jeunes nanas du 92, et que ça se passait bien, et que c'était un des endroits aussi où il y avait de la rencontre. Et la nuit est quand même un moment où les barrières sociales ont tendance à s'estomper et où justement les gens partagent plus. Et je pense que sur une société, surtout qu'on avait quand même eu à Paris quelques années un peu difficiles sur les dernières années, je pense que ce côté mixité sociale qu'on prenait, qui se faisait naturellement, était hyper important. Et moi, pour le coup, c'était le truc qui me plaisait le plus. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter ici. En tout cas, merci beaucoup Teddy pour toute cette histoire et puis surtout toute transparence en tout cas. C'était super. Et puis on vous attend au prochain Lady Talk.